Bonjour. Alors jusqu'à présent, nous avons pu voir que le champ électrique avait une espèce de champ parent, un champ scalaire qu'on a appelé le potentiel, et qu'on a découvert en appliquant l'opération circulation au champ électrique le long d'un trajet quelconque. Et donc on a pu voir que cette circulation, quel que soit le champ électrique créé, eh bien, se mettait sous la forme très simple de la variation d'un champ scalaire entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc on a appelé ce champ scalaire le potentiel. Ensuite, on a pu voir qu'il y avait une relation qui était même locale entre le champ électrique et le champ scalaire, donc qu'on appelle le potentiel. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réellement vu la signification physique du potentiel. On a juste vu que c'était lié au champ électrique. Eh bien, on va voir dans ces deux vidéos qu'en fait, le potentiel électrique est directement lié aux aspects énergétiques qui sont liés donc au champ électrique appliqué à certaines charges. Alors, on va commencer par rappeler un petit peu on va dire les aspects énergétiques en mécanique classique, avec notamment le théorème de l'énergie cinétique. Puis, on verra que, du coup, l'énergie électrique va dériver d'une énergie potentielle. Et puis, nous verrons deux petites applications à cette énergie potentielle électrique. Alors, donc, rappelons le théorème de l'énergie cinétique. D'abord, sous sa première forme. Donc lorsqu'un objet supposé ponctuel se déplace le long d'un chemin quelconque, et si plusieurs forces sont appliquées à cet objet, à ce système, eh bien ce système va avoir sa vitesse qui va varier le long du trajet. Et donc on peut montrer que la variation de la vitesse entre le début du trajet et la fin du trajet peut s'écrire comme étant la somme des travaux de toutes les forces le long du trajet. Donc le travail d'une force, rappelons-le, c'est justement l'intégrale de la force scalaire, le petit déplacement le long du trajet. Donc c'est en quelque sorte la circulation de la force. Donc l'énergie cinétique, rappelons-le, c'est 1/2 fois la masse du système fois la vitesse du système au point considéré au carré. Donc la variation de l'énergie cinétique s'écrira comme cela. Donc ici on a rappelé l'expression du travail d'une force. Donc ce travail peut être positif ou négatif ou nul. S'il est positif, alors la force, elle sera plutôt motrice pour le système. Si elle est négative, elle sera plutôt résistive. Et si elle est nulle, eh bien la force, en fait, n'aura aucun impact sur la vitesse du système. Ça pourra avoir un impact sur sa trajectoire, mais pas sur son énergie cinétique, donc sa vitesse. En tout cas, la norme de sa vitesse. Alors, il y existe une classe très importante de forces, ce sont les forces dites conservatives. Ce sont des forces qui, lorsqu'on calcule le travail le long d'un chemin quelconque entre deux points A et B, eh bien ce travail peut se mettre sous la forme de la différence d'une fonction entre le point d'arrivée et le point de départ. Et donc, pour qu'on puisse écrire le théorème de l'énergie cinétique sous une forme beaucoup plus simple, eh bien on va poser non pas cette fonction au point d'arrivée moins cette fonction au point de départ, mais on va prendre l'opposé de cette fonction. Et l'opposé de cette fonction, on va l'appeler l'énergie potentielle. Donc pour les forces conservatives, eh bien le travail de cette force entre deux points A et B le long d'un trajet quelconque entre ces deux points, eh bien peut s'écrire comme étant l'opposé de la variation entre A et B de cette fonction qu'on appelle l'énergie potentielle. Et donc si on développe, eh bien c'est l'énergie potentielle de départ moins l'énergie potentielle d'arrivée. Donc autrement dit, le travail d'une force conservative, c'est la diminution de l'énergie potentielle associée le long du chemin. Et donc, il existe plusieurs forces qui sont conservatives. On a déjà vu le poids, on a déjà vu la force de gravité, et évidemment la force électrique va être elle aussi conservative. Alors, lorsque toutes les forces sont conservatives, eh bien, à ce moment-là, tous les travaux peuvent s'écrire avec les énergies potentielles associées. Et donc, on introduit l'énergie mécanique, qui est en quelque sorte l'énergie macroscopique totale du système, comme étant donc la somme entre l'énergie de déplacement, l'énergie cinétique, et l'ensemble des énergies potentielles, qui sont donc des énergies liées à la position et à l'interaction que subit le système avec l'extérieur. Et donc à ce moment-là, si on pose l'énergie mécanique, eh bien, la troisième forme du théorème de l'énergie cinétique s'écrit que entre les points de départ et les points d'arrivée, eh bien, la variation de l'énergie mécanique est nulle. Autrement dit, l'énergie mécanique au départ est égale à l'énergie mécanique
à l'arrivée. Et donc ensuite en développant, on a que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle au départ, c'est la même chose que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à l'arrivée. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà vu au lycée et qu'on a revu en première année. Et donc, en quelque sorte, on peut traduire ça par le fait que, eh bien, lorsque toutes les forces sont conservatives, eh bien, l'énergie totale se conserve et donc les différentes formes d'énergie en fait, se transfèrent leur quantité le long du chemin. Donc, par exemple, l'énergie cinétique peut se transformer en énergie potentielle, et puis ensuite l'énergie potentielle peut se transformer en énergie cinétique, ou différentes énergies potentielles peuvent se transformer les unes en les autres, etc. Dans le cas où il existe également des forces appliquées au système qui sont non conservatives, eh bien on peut écrire le théorème de l'énergie cinétique sous cette forme-là. Donc la variation de l'énergie mécanique entre le point de départ et le point d'arrivée n'est pas nulle. Elle est égale justement à la somme des travaux de toutes les forces non conservatives. Donc dans le cas habituel où les forces non conservatives sont des forces de frottement, eh bien le travail est résistif, donc cette quantité-là est négative. Donc on comprend bien que la variation de l'énergie mécanique est négative, c'est-à-dire que l'énergie mécanique à l'arrivée va être plus basse que l'énergie mécanique au départ à cause des pertes par frottement, c'est-à-dire des transferts énergétiques du système vers l'extérieur. Donc maintenant qu'on a revu tout ça, passons à l'énergie potentielle électrique. Donc rappelons que quel que soit le système qui crée le champ électrique, eh bien, si une particule Q est placée en M, point où règne un champ électrique E, eh bien, la force que subit cette particule de charge Q va être simplement F égale Q fois E. Donc on rappelle que c'est l'analogue de la force de gravité, où la force de gravité c'est M fois le champ de gravité au point où est situé le système. À ce moment-là, donc, on peut calculer le travail de la force électrique lorsque la particule de charge Q se déplace entre des points A et B le long d'un trajet quelconque. Et bien évidemment, on va montrer que cette force est conservative. Alors allons-y. Donc on prend un point de départ, un point d'arrivée. Donc là, on a la particule de charge Q qui se déplace avec un déplacement DOM à partir du point M. Et donc supposons que le champ électrique soit par exemple comme ceci. Donc on n'a pas représenté sur le schéma le système qui crée le champ électrique. Bon, c'est pas très important. Simplement, ce qui compte ici, c'est qu'il existe dans tout l'espace un champ électrique. Donc le travail entre le point de départ et le point d'arrivée va être égal à, lorsque je développe la force avec ici son expression, l'intégrale de A à B de Q fois E qui dépend du point M fois le déplacement DOM. Ici, la particule garde sa charge le long du trajet, donc je peux sortir de l'intégrale la charge Q, et donc on se retrouve avec le travail de A à B qui est égal à Q fois l'intégrale du champ électrique le long du trajet entre A et B. Et bien évidemment, vous avez reconnu que ça, c'est la définition de la circulation du champ électrique entre A et B. Et donc on va pas refaire toute la démonstration. Ça, on a déjà démontré que ça pouvait s'écrire la différence de potentiel entre le point de départ et le point d'arrivée. Ainsi, lorsqu'on remet tout ça ensemble, eh bien, le travail de A à B de la force électrique, c'est tout simplement égal à Q fois la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension entre A et B. Donc ici, Q fois AB. Et donc, si on veut introduire une énergie potentielle, eh bien, en fait, il suffit de distribuer ici la charge de la particule AVA et AVB. Et ainsi, on a que le travail de la force électrique entre A et B, c'est égal à Q fois le potentiel en A moins Q fois le potentiel en B. Et donc ça, il suffit d'appeler énergie potentielle en A, ça, énergie potentielle en B. Et à ce moment-là, on vient bien de montrer que la force électrique est conservative, puisque le travail de la force électrique, c'est la variation de l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie potentielle de départ, donc la diminution de cette énergie potentielle, puisque c'est l'énergie potentielle de départ moins l'énergie potentielle d'arrivée. Et donc, on peut généraliser, on appelle énergie potentielle électrique tout simplement le produit de la charge de la particule, ici le système, fois le potentiel au point où se situe le système. Et donc, on peut appliquer la troisième forme du TEC en remplaçant l'énergie potentielle par Q fois V.
Voilà, donc ça va être vraiment simple euh, de calculer notamment des vitesses lorsque une particule est soumise à un champ électrique. Donc c'est ce qu'on va voir dans les deux exemples qui suivent.